Yes papa, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, c'est Cédric Anissette. J'ai eu l'idée de faire une nouvelle rubrique sur cette chaîne YouTube. Et donc dites-moi, j'ai vraiment besoin de vous, de savoir ce que vous en pensez de cette idée. Donc l'idée, c'est de commenter les deux plus grands magazines financiers ou sur l'argent qu'il y a en France en francophonie. De faire donc du coup une analyse et de donner mon avis tous les mois. Donc dites-moi si c'est quelque chose que vous pensez qui est intéressant. Donc il s'agit de mieux vivre votre argent et le revenu. Des magazines que vous connaissez forcément si comme moi vous êtes passionné par l'investissement, le business, l'entrepreneuriat en général, même si c'est des magazines qui sont là un peu plus axés sur l'investissement et la gestion de son argent que sur la création de business à part entière. Mais l'idée, c'est vraiment de vous donner, en fait, de compléter avec mon avis à moi, un avis autre que celui de journaliste, parce que ceux qui rédigent finalement ces magazines, ce sont des journalistes. Ils n'ont pas forcément eux-mêmes atteint les résultats financiers qu'ils présentent dans les magazines ou autres. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui, comme moi, est devenu indépendant financièrement depuis 2011 déjà, donc ça date, via 4 piliers d'enrichissement dont on va parler durant cette vidéo, entre autres. Et donc, dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, sachant que c'est des magazines que j'adore. Je vous invite à les lire le plus souvent possible, même à les emprunter à des copains, à des proches, ou même vous les prêter après ou les filer à des amis, des proches à vous qui ont besoin un petit peu de s'éduquer sur l'argent. Moi, j'ai commencé à les lire, je sais pas, c'était j'avais peut-être la vingtaine quand j'ai commencé à les lire. Et c'est des magazines que j'adore. Tout n'est pas vrai dedans. Il y a du bullshit comme dans tous les magazines qu'on peut lire. Mais il y a des choses qui sont bien. Et ce que j'aime bien en tout cas avec ces magazines, c'est que au moins ils parlent d'argent et de manière ouverte, ouvertement, sans complexe, sans tabou. Et ça, ne serait-ce qu'en France, je tiens à leur tirer mon chapeau pour ça. Et voilà simplement pourquoi c'est des magazines que j'adore, où au moins on parle d'argent ouvertement, sans tabou. Et ça, on sait que l'argent et la France, les Français, ça fait deux, c'est assez tabou. Donc allez, on y va. Je vais commenter les deux magazines pour le mois de mai 2024. Donc la vidéo, celle-ci, la première, s'appelle Cap sur l'indépendance financière, simplement parce que c'est un des articles de mieux vivre votre argent de ce mois-ci. Donc Cap sur l'indépendance financière. C'est le but de la chaîne, de façon en général. Donc allez, on y va. On commence tout de suite par mieux vivre votre argent. Immobilier, comment bien négocier. Sympa comme titre déjà. Donc là, on voit, il y a une corde et tout, il faut tirer et tout, hop, hop, comme si tu tires à la corde entre l'acheteur et le vendeur. Ce qu'il faut savoir déjà de manière générale, c'est que pour négocier en immobilier, si on part de trop loin, ça ne sert à rien. On veut déjà chercher des opérations, des affaires qui sont intéressantes avant même de commencer à négocier. Si on part de trop loin et qu'on va demander à moins 50, moins 70%, ça va être compliqué. D'accord? Donc la négociation est simple, entre guillemets, dans le sens où, en tout cas moi c'est ce que je fais, ce que j'ai beaucoup fait, ce que je continue à faire, on achète des biens qui sont déjà à des prix intéressants, en fait. Et après, bien sûr, on va négocier encore un petit peu, mais on ne part pas de 10 000 lieues en arrière. D'accord? On ne va pas prendre un appartement dans le 16e arrondissement de Paris à 2 millions d'euros et dire bah non, moi je fais une offre à 1 million. C'est pas comme ça qu'on négocie. On prend déjà des biens qui sont déjà intéressants sur le papier avant même de commencer à négocier. Donc bien sûr, les magazines sont bourrés de pubs. Hein. Donc on voit le sommaire vite fait, les finances d'une famille, cap sur l'indépendance financière, c'est notamment ça qu'on va aller voir. Donc ouais, c'est bourré de pubs. Ce qu'il faut savoir, donc c'est un magazine, d'où pour moi l'intérêt de commenter ça, c'est que les magazines ne gagnent pas de l'argent en vendant le papier. Ça doit coûter dans les 5 euros, 5,90 €. Mieux vivre votre argent. Ils gagnent de l'argent grâce au placement de pubs qu'ils font dans le magazine. Et donc, du coup, ils ne sont pas forcément objectifs dans tout ce qu'ils vont raconter. Et c'est là où il faut savoir faire la part des choses et bien être conscient de ça. Donc, pourquoi les cryptos fascinent autant? Donc, on en parle dans votre argent de mai 2024. C'est cool, ça commence vraiment à devenir mass market. Mais les retail, les petits investisseurs ne sont pas encore arrivés massivement sur les cryptos. Ça devrait arriver durant 2024, voire 2025. Et nous, on veut rentrer avant, bien sûr. Alors là, regardez à droite. Ça, c'est un article sponsorisé, je pense. Ça, il faut le savoir. Voilà. Publi rédactionnel en haut à droite, ce qui veut dire
posts sponsorisés. Mais la plupart des gens qui vont lire le magazine ne savent pas ça. Je me rappelle à l'époque du blogging en 2006, 2008, 2010, on faisait ce qu'on appelait des publi-postages, des articles sponsorisés et il y avait des marques qui me rémunéraient jusqu'à, je crois, 200, 300 euros. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. 200, 300 euros pour rédiger un article sponsorisé. D'accord? Donc, à la fin, bien sûr que le mieux, c'est de dire que c'est un article sponsorisé et de donner son avis sur la marque de manière tout à fait honnête, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et ce qui est d'ailleurs mieux pour la marque, puisque ça fait on va dire que ça fait plutôt réel et de donner son avis objectif. Donc c'est normal d'avoir des points négatifs dans tout. Tant qu'on les montre et que si on peut les améliorer, les contourner, c'est tant mieux. Donc Hirokozen, c'est une SCPI, donc une société civile de placement immobilier qui permet d'acheter de l'immobilier, de la pierre papier, d'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette SCPI, Hirokozen, j'ai une petite anecdote par rapport à celle-ci. Donc, c'est une des plus récentes, une des plus récentes qui cartonne vraiment dur. Et donc, ce monsieur qui est là, donc Gauthier, donc c'est le fondateur et le président d'Hiroko. Et j'étais en vacances aux Deux Alpes en janvier ou février ou mars dernier, je ne sais plus, début 2024. J'étais aux Deux Alpes, dans cet hôtel précisément. Je vous montre parce que c'est vraiment une anecdote de ouf, je trouve. Et c'est ça le but de commenter le truc. Donc cet hôtel, Grande Rousse Hôtel et Spa aux Deux Alpes. Hôtel très sympa. Et j'ai rencontré ce mec-là ici, précisément. Mais pas que. Et donc, en fait, on était avec mon associé en immobilier en France, Kevin. Et on était en train de boire une bière dans un bar. Et là, tu as un jeune qui vient nous voir, il nous tombe dessus. Ah, vous auriez une clope pour nous, machin. Vous faites quoi dans la vie? On lui dit, bon, nous, on fait beaucoup d'immobilier. Ah ouais, nous aussi et tout. On est venu, c'est dingue, dis donc. On est venu pour faire un séminaire immobilier et tout. Ah ouais, hein. Et donc, le gars, en fait, nous raconte qu'il est dans une SCPI qui s'appelle Hirokozen, une SCPI qu'avec Kevin, on suit beaucoup et on sait ce qu'ils font et on trouve qu'ils travaillent bien. C'est une bonne SCPI. Et là, on se dit, ah, c'est quand même dingue qu'il faut venir aux Deux Alpes, au bar du coin, pour tomber sur le mec qui a créé la SCPI. Et là, le petit jeune nous dit, c'est un stagiaire, il nous dit, venez, je vous présente à mon patron et tout. Je fais, non, on va pas le déranger, t'inquiète, pas de problème, on est en train de fêter. Il faisait un séminaire d'entreprise. Ils étaient au moins, je sais pas, une vingtaine. Et en fait, j'avais fait une story Instagram peu de temps avant. Et en fait, je regarde mes stories, je fais, attends, regarde, il est là en fait. Il était sur ma story, il était en train de danser avec peut-être un de ses collaborateurs qui avait un truc fluorescent sur la tête et des lunettes fluorescentes. C'était incroyable. Donc le gars, je crois que leur CPI elle doit gérer dans les 100 ou 200 millions ou 300 millions d'euros d'actifs, c'est énorme. 467 millions d'euros aujourd'hui, donc ça a encore grossi. Donc il gère 467 millions d'euros, ce n'est pas lui, attention, mais il a la tête de cette SCPI. C'est lui le patron. Et en fait, c'est là où on se rend compte que, comme je le dis depuis toujours, en fait, les gens qui gèrent des fortunes ou qui ont des fortunes, ce sont des gens normaux comme vous et moi, d'accord? Le mec, il gère des millions, un demi-milliard, bientôt 1 milliard, je pense, et il fait la fête comme tout le monde avec son copain. Il avait des lunettes fluorescentes et il dansait sur David Guetta, quoi. Et c'est ce que je raconte tout le temps quand j'ai commencé à aller en séminaire aux États-Unis, où là, je parlais avec un monsieur assez âgé, et là, je me rends compte, il se tâche, il met de la moutarde sur sa chemise, et après, je me rends compte que le gars me dit qu'en fait, c'est un entrepreneur multimillionnaire à succès. Et là, je me dis, mince, comment un multimillionnaire, il se tâche? En fait, c'est quelqu'un d'humain, normal, comme moi, en fait. Il faut vraiment comprendre ça pour lâcher la bride et lâcher les chevaux et se donner le droit, entre guillemets, de passer à l'action et de faire des choses. Donc, en tout cas, je pense que c'est une des meilleures SCPI qui existent. Donc, de la pierre papier, on peut acheter des parts de SCPI sans avoir à gérer du coup les locataires autres. Bien sûr, ça rapporte beaucoup moins que l'immobilier classique et traditionnel. On a beaucoup moins, on ne peut rien décider finalement, on ne peut pas faire d'achat-revente, on ne peut pas avoir des rentas à 2 chiffres, mais c'est mieux que rien, d'accord, entre guillemets. Donc l'immobilier baisse de moins 3,3% en moyenne sur le premier trimestre 2024. Ok. 22 ans, on voit en bas, c'est le nombre d'années en jaune. Là, 22 ans, le nombre d'années nécessaires pour rentabiliser l'acquisition d'un appartement de 70 mètres carrés par rapport à une location au Sable d'Olonne en Vendée, selon Meilleur Agent. Donc nous on n'aime pas les moyennes. On n'aime pas les moyennes
On ne veut pas voir par rapport aux moyennes. On fait très attention aux statistiques parce que il y a 3 types de mensonges. Les petits mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Si vous voulez, là, je vous fais vite fait une courbe de Gauss. G-A-U-S-S. On s'en moque de la moyenne. Il y aura toujours 10% qui vont être là et 10% qui vont être là et la marge qui va être là. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que la moyenne elle est ici que tout est ici. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller voir les 10% des meilleurs biens à acheter, des meilleurs investissements à effectuer, des meilleurs placements à faire. Donc, on s'en moque qu'il y ait 22 ans, soit 10 ans au Sable d'Olonne pour rentabiliser. Je peux vous garantir que si vous cherchez correctement, si vous savez le faire, vous allez trouver au Sable d'Olonne quelque chose qui est très, très rentable, une renta à 2 chiffres, facilement. D'accord? Donc, il faut faire attention vraiment aux moyennes comme ça générales. Nous, on ne veut pas être moyen, entre guillemets. Et ça, c'est pas se la raconter et autres, c'est comprendre la courbe de Gauss et vouloir sortir de la moyenne. De toute façon, on veut des résultats qui sont différents de la moyenne. Sinon, on ne voudrait pas devenir indépendant, quitter la rat race, faire un cap sur l'indépendance financière. Si on regarde la moyenne, ça ne marchera pas. Banque, de nouvelles offres pour miser sur les cryptos. Ils disent que je crois que c'est N26 qui a mis en place un système pour pouvoir acheter de la crypto, une centaine de cryptos. Ça, je trouve que c'est de la merde. Excusez mon langage, parce que le but justement des cryptos, c'est que ce soit décentralisé au maximum. Et donc, si tu mets tes cryptos dans une banque, ça revient au même en fait. Donc, non. Crypto et banque, pour moi, c'est deux choses différentes. On a lancé des ETF Bitcoin, ce qui est une très bonne chose. Ça permet aux institutionnels et aux grosses fortunes de pouvoir investir dans la crypto sans avoir à gérer une ledger. Je cherche ma ledger pour vous montrer. Elle n'est pas ici. Je ne sais même pas où elle est. Terrible. Sans savoir, elle est quelque part. Pas perdu. Sans avoir à soi-même mettre ses cryptos sur une ledger ou à faire ses transactions soi-même ou autre. Ok, donc ETF Bitcoin, pourquoi pas si on a un gros patrimoine. Mais sinon, si on a un petit retail ou quelqu'un qui démarre en crypto, on veut le faire de manière décentralisée ou, dans le cas moyen, être sur un exchange tel que Binance, KuCoin, Kraken, etc., qui demandent des KYC, Know Your Customer, qui vont demander votre passeport, votre identité, votre preuve d'adresse, etc. D'accord? Donc, ça reste centralisé parce qu'on passe par un exchange. Donc, si on n'a pas nos clés privées, les cryptos ne sont pas à nous, mais ça reste quand même mieux que d'acheter des cryptos avec sa banque. Non, ça c'est de la merde. Impôt 2024, déclarer sans stress. Ah, c'est deux mots qui ne vont pas vraiment avec un impôt ensemble. Impôt et stress, ça ne va pas vraiment ensemble. Les Français adeptes du crédit conso. Pouvoir d'achat, crédit conso, c'est terrible. C'est ce qui nous empêche de devenir justement indépendant financièrement. Parce qu'après, on doit travailler pour rembourser ses dettes. Mais ça, encore une fois, on ne l'apprend pas à l'école. Moi, je me rappelle, c'était en 2008, j'avais acheté une BMW série 1 à crédit. Je crois que je payais 420 ou 470 euros par mois, je ne sais plus, de crédit à la conso pour la voiture. Après, je voulais acheter un appartement pour investir. La banque ne voulait pas me financer. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai vendu la voiture, j'ai racheté une 307 d'occasion à l'époque. Et la banque, tout de suite, elle m'a dit oui. Elle m'a financé et ça a été mon premier achat. Mon deuxième achat, c'était un parking le premier, donc c'est mon premier achat en 2010, je crois, et je l'ai revendu avec une plus-value de 54 000 euros net, puisque c'était une RP, résidence principale, peu de temps après. Et ça a pu être possible parce que justement, je n'avais plus de crédit à la conso. Et à droite, on voit donc le département où il y a le plus de personnes qui ont des crédits à la conso, c'est dans les Hauts-de-Seine. 52%, plus d'une personne sur deux ont des crédits à la consommation. Un bon élève, ça serait l'Île-de-France, où il n'y aurait que 29%, donc un peu moins de 1 sur 3. Mais je vous dis qu'il y a 3 types de mensonges que sont les petits mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Parce que même si on voit qu'il n'y a que 29% en Île-de-France qui ont des crédits conso, en moyenne, le montant emprunté est quasiment double de celui des Hauts-de-France. Île-de-France, en moyenne, on a 20 000 euros de dette, alors qu'en Hauts-de-France, on a 12 000 euros de dette. D'accord? Après, bien souvent, les gens prennent des crédits conso, ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. En ce moment, c'est compliqué, les temps sont durs et ils n'ont pas le choix de prendre un crédit à la conso pour pouvoir joindre les deux bouts, malheureusement. Et les Hauts-de-France, il y a cette réputation-là de tout le monde prend des crédits à la conso, tout le monde boit de l'alcool. Moi, je sais que dans les Hauts-de-France, j'ai des biens immobiliers, je loue et c'est des très bons locataires. Dans le nord de la France, on a cette culture de payer son loyer. D'accord? Donc, voilà, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'en France, il y a énormément de personnes qui ont des crédits à la conso. Souvent, ce n'est pas par plaisir, ce n'est pas que pour s'acheter un écran plat ou un iPhone ou une voiture, des fois, c'est parce qu'il n'y a pas le choix. Quand, par contre, c'est juste pour acheter un truc un peu inutile, là, c'est dommage parce que ça ruine d'office sa quête de liberté financière et d'enrichissement financier.
Ça, c'est sympa. C'est pour ça que je vous recommande de lire ces magazines, puisque jamais j'aurais eu l'idée d'acheter des livres anciens pour investir, et que c'est une niche très accessible, et je trouve que c'est sexy et que c'est cool, parce que j'aime les livres, hein. Mais d'avoir un livre ancien que l'on peut, qui est du coup un collectible, qu'on peut collectionner, qui a quelque chose, un actif de valeur, je trouve que c'est cool. Et j'aurais jamais eu l'idée. Et donc du coup, pourquoi pas creuser cette idée, c'est un truc qui peut vous brancher, d'investir dans des placements un petit peu exotiques, des trucs physiques que l'on peut voir, sentir, toucher. Par contre, ouais, du coup, je pense qu'en termes de conservation, il faut faire attention à la lumière, peut-être à l'oxydation, tout ça. Je ne suis pas un expert en livres anciens, mais je trouve que c'est une niche qui est vraiment cool. Ça peut être pas mal. Alors, notre article phare du mois, cap sur l'indépendance financière. Le couple s'implique beaucoup dans la gestion de son patrimoine, notamment pour l'entretien de ses biens immobiliers locatifs. Donc là, on est sur un couple, Élodie et Nicolas, donc 42 ans et 45 ans, des grands amateurs de voyage et lecteurs assidus de Mieux vivre votre argent. Donc c'est cool, ils ont bâti petit à petit leur empire immobilier entre 2017 et 2020. Ils ont acquis successivement 4 appartements de colocation. Bravo, messieurs, dames. Un meublé touristique. Bravo, messieurs, dames. Un logement neuf loué en loi Pinel. Pour une valeur vénale d'environ 800 000 euros. Bravo, félicitations, très très bien. Et ils possèdent également leur résidence principale. Donc en multiple, ils sont sur Rennes. Rennes qui est une super région, super ville, assez chère, mais très belle ville. Très jeune, très étudiante, ça bouge beaucoup. En multipliant les investissements avisés, principalement dans la pierre, Élodie et Nicolas ont pris leur avenir en main. Bravo les gars. Donc là maintenant, on va y voir un petit peu leur compte sur un mois. Ce qu'ils gagnent, salaire à eux deux, 6 040 euros, on ne sait pas ce qu'ils font dans la vie. 6 040 euros. Revenus fonciers, 5 065 euros grâce à leurs 4 investissements. Donc on voit qu'ils ont quasiment réussi à doubler leur salaire avec l'immobilier. Donc au total, ils sont à 11 105 euros. Après, attention, bien sûr, ils ont des crédits qui courent sur ces biens. Mais le temps, c'est de l'argent. Le temps qui passe, c'est rentabilisé. Je peux vous garantir que ce couple-là aura une retraite confortable. Au moins, ils sont passés à l'action. Ce qu'ils dépensent, donc on voit un total des dépenses 5 312 euros. Donc on voit notamment le crédit immobilier locatif de 3 431 euros. Donc on voit que sur les 5 065 euros de loyer qui rentrent, il y a 3 500 grosso modo qui sort en crédit. Donc il leur reste 1 500 euros de cash flow. C'est moyen plus, moi. C'est mieux que la moyenne. Mais il y a moyen de faire mieux. Parce qu'ils ont quand même acheté pour 800 000 euros d'actifs, 4 opérations, 1 500 euros de cash flow. Sachant que, si on regarde bien, on voit les charges de copropriété. En immobilier locatif, on est à 990 par mois, ce qui est beaucoup. Donc finalement, si on rajoute les 1 000 euros là, de charges de copro pour l'immobilier locatif, on le rajoute au crédit immobilier de 3 500, on est à 4 500, on est à 500 euros de cash flow. C'est moyen. D'où l'intérêt de faire des immeubles de rapport où on est hors copro, ou de faire de la colocation, de bien regarder les frais de copro de ces biens-là. Dépenses courantes, entretien de la maison, alimentation, santé, etc. Donc, ils dépensent en dépenses courantes 2 250 euros, ce qui fait total des dépenses 7 562 euros. Donc, ils sont quand même confortables. Ils ont une capacité d'épargne de 3 543 euros et avec un taux d'endettement de 37,74%, dont 70% de dépenses contraintes. Donc, en termes de patrimoine, il faut bien faire attention parce que les gens confondent le patrimoine brut et le patrimoine net. Le patrimoine brut, ça ne veut absolument rien dire. C'est l'argent que vous devez à la banque. Ça comprend l'argent que vous… Enfin, c'est des actifs que la banque possède aujourd'hui. Donc, si on prend leur actif brut, sans déduire les dettes, ils ont 1 636 260 euros de patrimoine. Les passifs, a priori, ils ont uniquement les crédits sur leurs 4 biens immobiliers, donc pour 570 000 euros environ. Donc, ils ont quand même un actif net. Ils sont millionnaires pour 66 000 euros près. Donc, ils ont un patrimoine net de 1 066 391 euros. Donc, bravo à vous. Et on voit que, ils ont 78,7% de leurs actifs en immobilier. Donc là, moi, je me dis, oula, je pense que mieux vivre votre argent, ils ne vont pas aimer. Ils n'aiment pas trop quand il y a autant en immobilier. Ils préfèrent quand il y a dans des SCPI, dans des SICAV et ce genre de placement. Mais je pense qu'ils aiment ça parce que c'est aussi une manière pour eux de les promouvoir. D'accord? Parce qu'ils sont payés. Ils ne sont pas payés par
l'immobilier ancien ou autre. Ils sont payés par les SICAV, les SCPI et ce genre de produits financiers qui rémunèrent les magazines pour être placés dedans. Par contre, ce que j'aime pas ici, c'est que on voit que bam bam bam, ils dépensent leur résidence principale à Rennes 480 000 euros. Elle vaut 480 000 euros, mais ils n'ont pas de crédit dessus. Et ce n'est pas avec 6 000 euros de revenus à 42 ans que tu peux te payer ta résidence principale. Donc, on ne sait pas comment ils ont financé ça. Et forcément, quand tu as une résidence principale à 500 000 euros sans crédit, la banque, elle t'ouvre les vannes pour pouvoir te financer des investissements immobiliers. Donc, vous voyez, on ne sait pas tout. On ne sait pas comment ils ont fait pour gagner autant d'argent au début. D'où vient l'argent? Comment ils ont fait? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que c'était un business, une entreprise? Est-ce que c'était une revente d'entreprise? Est-ce que c'est une succession? Là, dans ce cas-là, ça annule un petit peu tout parce que ce n'est pas copiable. D'accord? S'ils ont une succession, tant mieux pour eux. Super. Mais ce n'est pas réplicable. Moi, je n'ai pas de succession, je n'ai pas eu d'aide. Peut-être que vous non plus. Donc, nous, on veut des trucs qui soient réplicables. Donc, en tout cas, bravo à eux pour ce qu'ils ont fait par la suite. Même s'ils ont eu ce coup de pouce, c'est encore une fois qu'une supposition, on ne sait pas. Mais tant mieux pour eux. Mais en tout cas, ils ont quand même su gérer et acheter de l'immobilier et investir. Donc, bravo à vous. Mais là, du coup, on voit tac, tac, tac. Donc, bien sûr, ils parlent de diversification. La fiscalité est importante. Nos conseils à Elodie et Nicolas. Est-ce qu'ils vont casser l'immobilier? Prolonger l'engagement de location de leur appartement en loi Pinel au maximum, 12 ans. Ouais. Le problème du Pinel, c'est que tu vas pouvoir déduire des impôts ou autres ou défiscaliser, mais tu t'enrichis pas avec ça en fait. C'est pas un vrai truc qui va te permettre de faire du fat, quoi. Donc, mais bon, eux, le magazine, ils sont payés par les trucs des Pinel et compagnie. Placer leur épargne résiduelle sur de nouveaux produits dans une logique de diversification, pierre papier et fonds obligataires datés notamment. Pierre papier, moi je trouve qu'ils ont déjà assez d'immobilier physique. Pourquoi aller dans la pierre papier? Autant aller plutôt dans la bourse, marché financier, selon moi. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Acheter des parts de SCPI internationales qui traversent bien la crise, comme Corum Origine, Cœur d'Europe, et vas-y, je fais la pub des SCPI. Mais non, ils ont déjà de l'immobilier physique, on peut faire de la SCPI. Créer une holding familiale pour madame de façon à placer les dividendes de la société de son père avec une imposition allégée. Ça, c'est très bien. Holding familiale. Mais a priori, le père, il a une boîte qui a pu aider. Tant mieux pour eux. Mais ça, la holding familiale, quand tu commences à avoir ce niveau de patrimoine, c'est obligatoire. Donc, je vous invite vraiment à aller voir votre comptable, expert comptable, ou d'aller en voir un si vous n'en avez pas. En tout cas, quand vous allez commencer à progresser ou aller de l'avant, vous en aurez un forcément. Boum, là on voit les chiffres, donc les volumes de vente qui baissent. Donc là on est en milliers d'unités, donc on voit qu'en 2019, 2020, 2021, 2022, on était à plus d'1 million de transactions par an. Là on revient au niveau de 2015 à peu près. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Moi je sais qu'en 2015 je gagnais beaucoup d'argent avec l'immobilier, toujours aujourd'hui, mais ça ne m'empêchait pas de faire des transactions, des opérations et tout. Donc ça c'est pas trop un truc qui nous intéresse. On voit que c'est un petit peu figé en ce moment l'immobilier. On voit que c'est rouge là, hein, d'accord, c'est dans le rouge. Les taux commencent à rebaisser. On voit en bas à droite, on est à 3,90% en 2024. Ça commence à baisser, ça à fléchir un petit peu. C'est plutôt cool. Mais encore une fois, avec les crédits immobiliers, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la banque vous fait un crédit immobilier aujourd'hui, prenez-le, peu importe le taux. Le taux, vous pourrez toujours le renégocier dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. D'accord? Allez-y, si vous avez un financement, prenez-le. On pourra le refinancer par la suite. Et si les taux continuent à monter, ce qui risque pas d'être vraiment le cas actuellement, mais si ça continue à monter, au moins vous aurez sécurisé votre taux et surtout vous aurez investi et vous serez passé à l'action. La baisse assez violente devrait se situer entre 5 et 7%. Super. Ça, encore une fois, les trucs comme ça de prédiction, une pièce de monnaie, c'est mieux. Hein. Là, on voit qu'il y a Brigitte Bertrand, Jean-Baptiste et compagnie, mais en fait, une pièce de monnaie, tac, c'est mieux. Pile ou face, 50% de chance. Donc, toutes les suppositions comme ça, personne ne sait. Voilà, vendeurs, acheteurs, investisseurs, passez à l'action. Ils ont tout dit et ils ont raison. Hop. Rénover votre bien pour ne pas perdre de valeur. La rénovation, c'est là où on gagne de l'argent. C'est grâce à la rénovation qu'on gagne de l'argent en immobilier. Crédit immobilier, le printemps des taux, une fenêtre de tir à saisir. Et là, encore une fois, on a des prévisions sur
Sandrine, Cécile, Pierre et Maëlle qui donnent leurs prévisions de taux. On s'en fout des prévisions. Encore une fois, une pièce de monnaie. Pile ou face, 50% de chance de trouver la bonne réponse. Nous, on ne peut pas savoir. Donc, encore une fois, l'important, c'est de passer à l'action. Si on a un financement, on y va. On le refinancera plus tard si besoin. Les banques vont prendre leur temps pour baisser leurs taux. En fait, ce n'est pas les banques qui prennent leur temps, c'est surtout ce qu'il y a au-dessus, la BCE, et aussi aux États-Unis, la Fed qui décide en fait. Mais là, il y a les élections américaines qui arrivent, donc c'est plutôt un bon signe, puisque il faut donner un coup de pouce. Si on veut se faire réélire ou autre, faut donner un coup de pouce. Il faut baisser les taux, il faut faire repartir l'économie. Donc l'inflation va repartir aussi, mais ça, c'est un autre problème. On verra en 2025 quand les élections seront passées. Mais justement, c'est pour ça qu'on veut investir pour ne pas être une proie à l'inflation, quoi. Prêt-relais, ça doit être compliqué en ce moment avec justement. Voilà, justement, ils disent que c'est à manier avec des pincettes. Comme le marché est un petit peu figé, on a vu, il y a beaucoup moins de transactions. Le marché est un peu attentiste, donc si tu prends un prêt-relais, ça peut être compliqué financièrement pour toi. Voilà, on parle d'usufruit. Tac, tac. Assurance vie et SICAV, nos palmarès 2024. Donc là, c'est le truc de. On voit BlackRock ici. Rothschild & Co. Donc là, on voit que c'est des trucs, je pense que c'est peut-être plus ou moins sponsorisé. Donc, why not? Assurance vie, les meilleurs contrats. Donc, ne serait-ce que pour ça, je vous invite à lire et à acheter ces magazines parce qu'on a des classements, on voit les taux, les frais de gestion. Why not? Une assurance vie, fonds en euros, vous n'allez pas vous enrichir grâce à ça. Vous allez pouvoir mettre vos avoirs, vos liquidités sur des livrets sécurisés, accessibles rapidement, sur des espèces d'enveloppes fiscales ou surtout pour transmettre à vos enfants. Mais vos enfants, vous devez plutôt leur transmettre une éducation financière que juste leur transmettre de l'argent. D'accord? Donc, moi, je suis plutôt dans le sens de transmettre une éducation financière aux enfants. Et les mecs et les filles vont se débrouiller pour gagner leur argent et prendre des bonnes décisions. Et pas juste attendre auprès de papa et maman qui sont fortunés ou indépendants financièrement ou millionnaires pour bien vivre. D'accord? Parce que souvent on dit la première génération travaille très dur, elle s'enrichit. La deuxième génération, elle profite. Et la troisième, elle dilapide tout. Parce que justement, il n'y a pas de transmission d'éducation financière. Donc, c'est bien d'avoir une assurance vie en euros pour mettre des fonds, faire un fonds de sécurité et tout, mais on veut investir son argent plus agressivement, en tout cas une partie, et faire des choses, entreprendre, créer de la valeur et pas juste placer. Si vous avez 1000 euros, vous mettez 1000 euros en assurance vie, vous n'allez pas devenir riche comme ça. C'est tout ce que je veux dire. Voilà. Mais c'est bien sûr que c'est bien d'épargner et d'avoir de l'épargne. Mais ce n'est que la première étape pour devenir indépendant financièrement. Et on l'a bien vu avec notre couple-là qui, eux, ils ont investi en IMO, ils ont levé des fonds grâce à la banque et aujourd'hui, ils génèrent 5 000 euros, un peu plus, de revenus locatifs. Là, tu gagnes de l'argent dans ça. Les classements, classement prometteur, hop, hop, sponsorisé, bim, bim, hop, oups, tac, tac. Mais encore une fois, il y a des bons livrets là-dedans. C'est toujours bien de passer son argent. Mais ça, c'est pas la priorité, le truc absolu pour s'enrichir. Ok. Alten, je bossais chez Alten avant, à renforcer à 126 euros. C'est une grosse boîte de conseil en informatique où j'étais salarié entre 2008 et 2011, en revenant de Londres. Travaux et IFI. Donc IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière, je crois. Ça a remplacé l'ISF, donc l'impôt sur la fortune. Impôt sur la fortune immobilière. C'est du vol, hein. C'est un impôt qui est complètement injuste. Quel impact sur la valeur d'un bien si on fait des travaux? Donc, en gros, si vous avez un bien, je crois qui dépasse 1 300 000 euros, c'est pas indiqué ici. Ouais. Si vous avez un bien qui dépasse 1,3 million d'euros, alors vous êtes assujetti à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Bien sûr, il faut détenir le bien en nom propre. Et après, c'est par palier et voilà. Donc, on voit quand même qu'en France, il y a 164 000 foyers qui sont redevables de l'IFI. Je trouve que c'est un impôt injuste parce que tu as travaillé, tu as créé un business pour gagner de l'argent, tu payes tes impôts, tu achètes une maison, tu payes ta taxe foncière, tu payes des impôts, des charges dessus.
le jour où tu vas décéder, tu vas payer des frais de succession, ce qui est injuste aussi, c'est le pire impôt possible. Normalement, c'est les enfants qui devraient récupérer ce que les parents ont créé et pas l'État. Bref. Et en plus, maintenant, du coup, il y a l'IFI à payer tous les ans par rapport à la valeur du bien. Je trouve que c'est un délire comme impôt. Et donc, lui, là, le monsieur, après, ça va être dur à justifier auprès des impôts. Donc, s'il a un très bel appartement dans Paris, qui est actuellement en travaux depuis plusieurs mois, donc il ne l'exploite pas, comment est-ce qu'il peut déduire de son IFI? Ça va être compliqué à discuter ça auprès des impôts, c'est d'ailleurs ce qu'ils expliquent dans l'article. Et ils disent, attention, gare au contrôle, parce qu'il devrait se renforcer. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent en France, donc les contrôles ils vont se multiplier. On prend l'argent là où il y en a. Donc ils font des vérifications sur la valeur ou autre, notamment avec DVF. Je vous invite à aller voir sur DVF, qui est l'application DVF, pour voir un petit peu la valeur des transactions qu'il y a eu proche de chez vous. Et donc, du coup, c'est très bien c'est quoi la valeur de votre maison, quoi. Et 1,3 million aujourd'hui, ça va assez vite, hein. Sur une belle maison, une belle baraque, un bel appartement, ça va assez vite. Ouais, donc ça c'est. Mais bon, c'est pas un impôt qui est très très vieux, hein. Avant, c'était l'ISF qui avait été supprimé puis remis. Là, ils ont mis l'IFI. C'est des choses qui changent régulièrement. Donc, dites-moi en commentaire si vous payez les filles. Et si vous payez les filles, vous êtes un sale riche. Entre guillemets. Je plaisante, bien sûr. Donc là, on a quelques objets de collection, c'est cool. Là, après, on a des jurisprudences, Pax. Toujours bien de lire ça pour avoir un peu de connaissance sur tout ce qu'on peut faire en termes de succession, de droits immobiliers, de droits, etc. De copro. La bourse de Paris au crible. Donc ça, c'est un peu inutile parce que du coup, c'est un petit peu outdated. Ça, c'est des choses qu'il faut voir au jour le jour en direct, on va dire. Assurance vie, hop, encore, et des pubs. Évolution des prix des biens et services en mars 2024. Tabac plus 10% sur un an. Loyer plus 2%. Presse et livres plus 3,2%. Services médicaux moins 0,8%. C'est toujours intéressant de voir ça, mais de manière générale, nous, ce qu'on veut, c'est créer de la richesse, investir, pour justement ne pas avoir à regarder ça. Fiscalité, donc, mais là, c'est vraiment intéressant. On a plein de barèmes. Ça, vous pouvez l'arracher de votre magazine, le conserver pour vous aider à déclarer, voir un petit peu. Mais bon, même si je pense que le mieux, c'est toujours d'aller voir un expert comptable qui va vous aiguiller. Et on arrive au bout. On termine avec une petite pub. Elle a quitté quelqu'un, mais qui? Son banquier. C'est pas mal. Allez, on attaque sur le revenu. Plus de 30 minutes déjà, les amis. Ça, c'est de la vidéo. Allez, le revenu de mai 2024. Réussir ses placements immobiliers. Let's do that. Réduire vos impôts. Épargne salariale. Prix et loyer dans 287 villes, ça c'est intéressant. Acheter sa première montre de collection, c'est intéressant. Préparer la succession, patrimoine d'une famille. Justine, comment débuter en bourse en limitant les risques? Ça, c'est intéressant. Moi, c'est ça que j'aimais bien dans ces magazines-là, c'était de voir un petit peu une étude de cas d'un couple ou d'une personne. Réussir en bourse. Ok. Hop, une pub. Messieurs les banquiers de grâce, mettez fin aux droits de garde, je te jure. 3 points de vigilance pour gagner plus. Par rapport à ça, toujours les fonds de placement. Un nouvel ETF chez Amundi. Mais allez prendre des ETF Bitcoin. Est-ce qu'ils parlent des ETF Bitcoin? S'ils n'ont pas été rémunérés par ces ETF-là, je ne pense pas. Alors, crypto, à droite, on voit nouvelle offre chez N26. On en parlait déjà tout à l'heure. C'est ce qu'il disait sur mieux vivre votre argent. C'est près de 200 crypto actifs. Mais encore une fois, nous, on ne veut pas aller sur N26 faire de la crypto. Parce qu'on recentralise la crypto. Nous, on veut faire ça de manière décentralisée.
le plus possible. Et dans le pire des cas, on est sur un exchange ou plusieurs exchanges pour mutualiser les risques. Binance, KuCoin, Gate.io et les plus connus, Crypto.com, etc. Swissborg en Suisse. Donc quand je dis ça, ça fait genre très mec qui met des sous en Suisse, mais non, Swissborg c'est une plateforme très carrée. Ok. Dividende à l'étranger. Prenez garde à la double imposition. C'est pour ça que je vous dis c'est super intéressant de lire ces magazines parce qu'ils vont font des rappels ou autres et c'est tout à fait vrai. Il faut faire attention à ça. Parce que quand vous allez acheter des valeurs étrangères, des actions étrangères, eh bien, vous avez des prélèvements fiscaux et sociaux, souvent à la source. Par exemple, vous prenez des actions américaines, ça peut être prélevé à la source et donc vous, après, vous allez repayer dans votre compte titre des impôts sur les dividendes. Vous allez payer 2 fois. Donc là, ça annule complètement votre dividende. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et donc, il faut vraiment bien se renseigner sur c'est ce qu'ils disent. Donc, avant de chasser les dividendes de valeurs étrangères, examinez bien la fiscalité. D'accord? Et le mieux, c'est de le faire sur un PEA dans un premier temps. Je crois que c'est à hauteur de 155 000 euros, je crois, à vérifier, pour une personne seule. Donc, c'est une enveloppe fiscale où on a des exonérations et on ne paye pas d'impôt au début, tant qu'on ne sort pas les fonds de son plan d'épargne action. Ça, il faut avoir un PEA. Si on est français et résident en France, bien sûr. Brest, combien vaut un 3 pièces à Brest? Ok. Je pense qu'il y a des trucs à faire dans cette ville. J'y étais il y a 2 ans. Bien choisir son contrat d'assurance vie. Faut-il ouvrir un second contrat après 70 ans? Vous voyez, ça parle beaucoup d'assurance vie. Ce n'est pas une assurance pour la vie. Hein. C'est assurance pour la vie, c'est si il t'arrive un pépin, tu décèdes, alors tes proches, ils touchent une somme, plus ou moins forfaitaire. Là, l'assurance vie, c'est un livret, c'est comme une enveloppe fiscale, tu mets des fonds dedans, c'est rémunéré à 1 ou 2% en fonction des taux actuels. Ça suit plus ou moins l'inflation, un peu moins même. Et le jour où tu décèdes, tu peux transmettre ça à tes héritiers avec une fiscalité avantageuse. Mais voilà, c'est 2 choses différentes. Assurance vie et assurance pour la vie. Maintenant, du coup, ces magazines, ils sont tout le temps à fond sur l'assurance vie. Il faut prendre l'assurance vie Amundi, l'assurance vie Boursorama Vie, etc. Parce qu'ils sont payés par ces brokers, par ces banques, par ces fonds de placement pour en faire la promotion. Mais c'est très bien d'avoir une assurance vie pour faire son épargne, faire son fonds de sécurité ou autre. C'est très bien, il faut ça, c'est top. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va devenir millionnaire et indépendant financièrement. D'accord? L'important, c'est comment est-ce qu'on va générer l'argent, comment est-ce qu'on va gagner l'argent que l'on va mettre dans son assurance vie. D'accord? Donc, il ne faut pas inverser les deux. Assurance vie, les 35 meilleurs contrats primés par le revenu, ils font des soirées et tout, sponsorisés, machin. Loueur meublé de tourisme, vos avantages fiscaux vont-ils disparaître? Ça pue, parce que quand ils commencent à en parler, ça ne tarde pas à arriver. Donc, si vous avez un bien immobilier en nom propre que vous louez en location touristique, LCD, vous avez un abattement fiscal. Je pense que vous le savez. A priori, il y a un abattement de 50%. Et a priori, ils commencent à parler de le supprimer. Donc ça pue sérieusement. Mais ça, c'est un petit peu, encore une fois, dégueulasse parce que ça, c'est des gens qui ont un bien, 2 biens max. Et c'est eux qu'on va taper. Les petits investisseurs, ce n'est pas ceux qui ont des SCI à l'IS ou des SAS qui ont 100 biens. Eux, on ne les dérange pas. C'est toujours comme ça. La vache à lait de l'État pour les impôts, c'est les particuliers et la classe moyenne. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Donc là, ils commencent à parler de ça. Même moi, ça m'ennuie pour mes parents parce que mes parents ont une maison qu'ils ont construite en Guadeloupe et ils font cet abattement-là, quoi. Et c'est dommage s'ils le retirent. Mais je vous dis, quand ils commencent à parler de retirer des trucs, ça pue. Parce que là, le gouvernement vient de reporter la réforme fiscale des locations saisonnières à 2025, mais des voix s'élèvent pour réclamer son application immédiate. C'est qui ces voix qu'on a leur mettre des tartes, là? Donnez des noms. Bref. Donc quand ils commencent à en parler, ça pue, quoi. Défiscaliser en investissant dans une PME. Ça aussi, c'est des conseils un petit peu… on se demande même si c'est pas ChatGPT qui a fait l'article, quoi. Donc, bon, déjà, pour défiscaliser, il faut des sous. Mais il y a des gens qui lisent le magazine qui ont beaucoup de sous. Why not? Mais si c'est, vous voyez, on peut obtenir jusqu'à 60 000 euros de baisse d'impôt. Si c'est pour avoir
moins 60 000 euros de baisse d'impôt, mais à côté, mettre 60 000 euros ou je sais pas combien, et jamais les revoir parce que c'est un investissement bancal, ça revient au même en fait. Donc, il y a d'autres moyens pour vraiment défiscaliser de manière plus sûre et pérenne avec des montants beaucoup plus élevés. Notamment si tu as une holding familiale, comme on en parlait tout à l'heure, il y a plein de choses que tu peux passer dessus et ça te permet de consommer avant de payer tes impôts. Mais ça, ils ne peuvent pas trop le dire, je pense, dans les magazines comme ça. C'est retraité exonéré de CSG. Si votre revenu fiscal de référence calculé sur les revenus 2022 est inférieur ou égal à certains seuils, vous êtes dispensé de CSG et de CRDS. Ouais, donc en gros, c'est ceux qui sont c'est les personnes les plus modestes, quoi, qui sont exonérées de. Donc, c'est pas une info. Épargne salariale, merci patron. Ok. Donation, le vrai coût du notaire. Les notaires sont un petit peu en PLS en ce moment-là parce qu'avec justement la baisse du nombre de transactions et compagnie, c'est un peu compliqué pour eux. Rédiger un testament en bonne et due forme. Ça, je vous invite à aller voir une fois que vous avez un certain patrimoine et une situation, à aller voir un notaire pour ce faire. C'est important. Vraiment de prévoir le pire tout en pensant que ça n'arrive jamais, mais au moins c'est fait. Et après, on l'oublie. C'est mieux de faire comme ça. 10 erreurs à ne pas commettre. Le taper à la machine, le rédiger sur votre ordinateur, tablette, téléphone ou l'enregistrer. Utilisez un modèle dactylographié et le signer de votre main. Ne conservez qu'une photocopie. Seul l'original est valable. Le rédiger pour votre conjoint dépendant et tenter de lui faire signer. Signe, j'avoue. Le faire contresigner par le bénéficiaire d'un legs. Le confier à l'un de vos enfants qui, s'il venait à se sentir lésé, pourrait le détruire. C'est clair? Le conserver à votre domicile dans un tiroir, dans un livre, sous un matelas. Y consigner des mesures immédiates concernant vos obsèques, notamment car il ne sera ouvert qu'après votre disparition. Faut y penser, il fallait y penser. Léguer un bien à votre animal de compagnie, à votre infirmière, médecin ou confesseur vous ayant accompagné durant votre dernière maladie, ou à une association non habilitée à en recevoir. Ne pas anticiper le décès du légataire. Bon, ça, c'est un sujet un petit peu. Alors, l'article que j'aime bien que je pense que j'ai bien aimé, donc c'est comment investir en bourse en partant de zéro. Donc, c'est le patrimoine d'un abonné à la loupe. Là, en l'occurrence, d'une abonnée. Justine, elle a une bonne tête, Justine. Elle est rédactrice web. Donc, pour gagner avec les actions dans la durée en prenant des risques limités, le choix de la banque, de l'enveloppe fiscale et des supports d'investissement est un paramètre essentiel. La matière patrimoniale ne l'intéresse pas, plus que ça, mais comme tous ses amis lui parlent de Bitcoin et d'ETF, elle aimerait bien s'y mettre elle aussi, sans investir de grosses sommes. Donc, Justine, elle a complètement raison parce qu'elle est rédactrice web et ça, c'est un métier, je pense, qui, dans les 5-10 ans à venir, même avant, hein, avec, vous savez, avec l'IA et tout, ça peut facilement être remplacé et remplaçable. Donc, elle a raison de vouloir sécuriser son avenir en investissant. Tout à fait raison, Justine. Alors, préconisation numéro 1. Ouvrir un plan d'épargne en action PEA. Je suis d'accord. Par contre, Justine possède près de 100 000 euros en livret bancaire. C'est-à-dire, Justine, à quel âge? À 25 ans. Ses revenus, 23 000 euros. Ses dépenses, 27 000 euros. Non, ses revenus, 27 000, dépenses, 27 000. Donc, elle dépense 200 euros de plus que ce qu'elle gagne. Et elle a 97 000 euros de liquidité. Actif, livret A, 29 000. LDD, 11 000. Livret bancaire, 63 000. CEL, 900 balles. Dette, moins 8 000. Total, 97 000. Liquidité, répartition du patrimoine, liquidité 100%. Bon, les gars, là, on nous dit pas tout. Comment Justine, 25 ans, a un patrimoine de 100 000 euros alors qu'elle gagne 27 000 euros par an, mais elle dépense un peu plus? Bah, elle dépense 200 euros annuels de plus, donc c'est rien. Donc c'est soit un héritage, soit une aide, soit elle a gagné un truc ou je sais pas. Mais encore une fois, là on voit, on n'a pas toutes les infos. Tant mieux pour elle. Si c'est un héritage ou une aide, tant mieux. Tant mieux pour elle. Moi, je suis content quand les gens, c'est tant mieux. Si elle a un héritage, c'est tant mieux pour elle. Et surtout si elle veut le faire fructifier et l'investir. C'est super. Elle ne va pas s'acheter une Audi A3
je sais pas trop quoi et claquer l'argent bêtement là-dedans. Donc, mais vous voyez, là, on ne sait pas tout, on ne voit pas tout. Donc, en partant de zéro, Justine, elle ne part pas vraiment de zéro, hein. Moi, à 25 ans, j'avais pas 100 000 euros. J'aurais bien voulu. Euh, donc, elle part pas vraiment de zéro. Elle part de zéro, oui, peut-être en connaissance pour investir en bourse. Mais elle part pas vraiment de zéro. Euh, Préconisation 2, optimiser les frais de bourse. Préconisation 3, panacher ETF et titres en direct. Alors, ce qu'il conseille de faire, c'est panacher. Je regarde en haut à droite. Pour un investisseur débutant en bourse, la meilleure stratégie consiste à acheter des actions des champions du CAC 40 et à les conserver pour profiter de la tendance haussière des cours dans la durée. Le PEA demeure la meilleure enveloppe fiscale pour investir en bourse. Ça, je suis d'accord. Mais là, par contre, Justine, ce qui ne va pas du tout, c'est que elle a 97 000 euros d'épargne, zéro investissement. Je suis choqué. Là, ce qu'il faut lui dire vraiment, c'est qu'il faut qu'elle place son argent. Il faut qu'elle achète des actions, effectivement, PEA. Une partie, il faut qu'elle prenne de la crypto. Allez, même 5%. Tu mets 5 000 euros sur Ethereum, Bitcoin, les principales valeurs crypto. Mais je pense que ces magazines ne vont jamais vous dire d'acheter de la crypto, ou très rarement. Parce que déjà, ils ne seront pas rémunérés par Bitcoin, parce que Bitcoin n'existe pas, même si on a vu des types comme Bruno Le Maire à un moment dire « Ok, Bruno, Bitcoin, c'est qui le patron de Bitcoin? On va aller dans ses bureaux. » Non, il n'y a pas de monsieur Bitcoin. C'est décentralisé. Donc, jamais Bitcoin va payer ce genre de magazine pour faire de la promotion. Donc, ils ne vont pas vraiment, eux, dire aux gens d'acheter de la crypto parce qu'ils ne sont pas payés en échange, entre guillemets. C'est un peu bizarre, mais c'est pour ça que je vous disais que c'est bien d'avoir un avis extérieur. Donc, moi, je dirais à Justine, il faut à tout prix qu'elle investisse en bourse, marché financier, une partie, un pourcentage, également en crypto. Elle est jeune, elle est très jeune. Le Bitcoin, sur le long terme, c'est radieux le ciel. Après, elle est encore jeune. Je ne sais pas si elle est intéressée par l'immobilier, mais faire de l'immobilier aussi. Mais là, c'est plutôt un bon problème qu'elle a. Elle a 100 000 euros qui dorment sur un compte, sur des comptes. C'est plutôt un bon problème. Mais là, du coup, il y a pas vraiment de trucs à étudier. Elle a de l'argent, on ne sait pas d'où, tant mieux pour elle. Mais ça, encore une fois, c'est peut-être pas réplicable. Moi, à 25 ans, je n'avais pas 100 000 euros qui dormaient sur mon livret. Mais en tout cas, maintenant, il faut l'investir. Et l'investir sur les marchés financiers. Et si possible, aussi une partie en immobilier, elle peut faire de l'apport. Et c'est parti, quoi. Yallah. De la pub. SCPI diversifié, de la pub. Les SCPI, et les 50 meilleurs placements immobiliers, SCPI. Hop, hop. Excusez-moi, je vais vite là-dessus. Là, c'est les trucs encore une fois, les jurisprudences et compagnie. Ça, c'est intéressant. La cote immobilier, là, on voit une image de d'Amiens. J'adore cette ville. J'adore cette ville. Je trouve qu'il y a une ambiance que j'aime beaucoup. Là, il y a les restaurants et tout le long du canal. Là, c'est une ville que j'adore beaucoup, qui malheureusement est assez chère aujourd'hui. On va aller voir d'ailleurs. Donc là, on a le classement, le prix et les loyers dans 287 villes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit mettre pause pour voir votre ville qui vous intéresse, votre secteur, ou revenir dans la vidéo si vous avez besoin, si vous avez raté un truc. Donc, Amiens, si on regarde Amiens, par exemple, boum, 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 boum. On est en moyenne à 6,7% de renta, même si, encore une fois, on l'a vu, nous, la moyenne, c'est pas un truc qui nous intéresse, hein. D'accord. Donc 6,7%. Et on est à moins 6% d'évolution de prix sur l'année. Ok, bah moi là-dedans, il y a des villes où j'ai investi personnellement. Il y a aussi des villes où on investit beaucoup avec CAKM, qui est mon entreprise d'investissement immobilier clé en main. En tout cas, ça, j'adore ce genre de tableau. Et là, oui, je regardais ici, par exemple, Anglette, 3,1% en moyenne, encore une fois en rouge. Ça, c'est des villes patrimoniales. On ne veut pas, c'est pas vraiment dans le secteur où on va aller pour investir. On voit que la ville a pris de la valeur, plus 8,6% sur un an, en moyenne, encore une fois. C'est pas là où on va aller pour faire de la rentabilité locative. Éventuellement en courte durée, why not? Mais c'est compliqué. En plus, c'est le secteur un peu biarriste, tout ça. On n'aime pas trop par là-bas la location courte durée, ce que je peux comprendre. Parce que ça a tendance à vider les villes, à faire des villes un peu fantômes. Mais là-bas, les Basques, ils sont assez
Et ils ont raison à côté. Et donc, moi, j'ai un bon pote à moi qui est sur Maurice, qui a sa maison secondaire à Anglette. Donc, lui, il est bien parce que là, il a pris 8% sur l'année. Mais c'est pas là-bas que tu vas aller pour faire de l'investissement locatif pur. Tu vas plutôt aller sur une ville comme Alençon, par exemple, qui sont des super secteurs, très belle ville. Où il y a des choses, tu peux t'amuser, quoi. Tu vois, là, c'est comme un terrain de foot. Tu peux trouver des affaires assez facilement, là, retaper, créer de la valeur, louer et prendre une bonne renta et un bon cash flow. On a la suite ici. Je vous invite à mettre pause ou à revenir en arrière. Ici aussi, on ne va pas tout regarder. Il y a la région parisienne. Voilà, je vous invite à mettre pause ou à revenir en arrière si vous avez besoin de voir votre secteur et vos villes. Fiscalité, donc là, c'est encore une fois des barèmes. Là, c'est intéressant. Rentabilité de vos placements en 2024, la renta. Et on voit là, or et devises. Bon, c'est même sur le mois précédent. On voit que le Bitcoin, les amis, est rentré là-dedans. Le Bitcoin est au même titre que du coup une devise, telle que l'euro ou le dollar. On voit la variation sur la devise, sur la paire, et l'or. D'accord? Le Bitcoin. Pourquoi du coup ils n'ont pas dit à Justine d'acheter du Bitcoin? Mettre 1% de son patrimoine, imaginons 1000 euros pour aller à 100 000 euros. Why not? C'est bizarre. Je pense parce que Bitcoin ne paye pas le magazine. Donc du coup, ils n'ont pas d'incentive à dire aux gens d'acheter du Bitcoin. C'est dommage. Et on voit là le Napoléon 20 francs. J'en achetais, moi je me rappelle, ça devait être à 230 euros quand j'en achetais. Et l'once d'or, j'étais en Australie, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne. J'étais en Australie il y a un an pile. Il y a un an pile. Et j'avais acheté à Perth. Là-bas, il y a le Perth Mint. Donc c'est la maison de la… oui, comment on appelle ça? Là où ils pressent, où ils frappent les pièces d'or et les lingots et d'argent aussi. Et il me semble que j'avais acheté ma pièce d'or qui faisait 1 once d'or, le kangourou d'or, à 1800 dollars, je crois. Il y a un an. Et là, on est à 2337 dollars. Ça a bien pump l'or là. Entre guillemets, pump, parce que ça reste l'or. C'est énorme, la variation là en un an. Mais en général, ce qu'on veut, l'or, c'est vraiment, on veut pas vraiment que ça monte, hein, parce que c'est quelque chose plus pour se protéger, pour se hedger. Si ça explose en valeur, ça veut dire que le monde économique et tout va vraiment pas très bien. Et c'est un peu comme être en avion et tu as un parachute, tu es le seul à avoir un parachute et tu veux que l'avion se crache parce que tu as un parachute. Ouais, mais ta famille, ils sont morts, tu vas être tout seul dans la cordillère des Andes par moins 20 degrés, tu vas survivre, mais ça sert à quoi? Tu seras tout seul. Bah, c'est un peu pareil avec l'or. On veut avoir de l'or pour se protéger, mais si jamais ça se casse la gueule, les marchés ça part en sucette, au moins on est protégé, mais on espère quand même que l'or en fait il n'explose pas en valeur et que nos autres actifs se roulent bien, vont bien et que le monde va bien et que tout va bien. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ambigu à comprendre. Mais vous devez avoir de l'or, vous devez à tout prix avoir de l'or. Moi d'ailleurs j'avais fait une formation sur ça, où j'explique comment acheter des pièces d'or et d'argent notamment. C'est très didactique, c'est très visuel, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, même pour apprendre à nos enfants à gérer leur argent. Bon, moi, manque de peau, j'ai deux petits garçons, 6 et 9 ans, j'en ai un, le plus petit, il est carré. Ça sera le comptable de la famille, je pense, il est carré. Je leur avais acheté une pièce d'argent à chacun, de 2 onces, 2 oses, 60 et quelques grammes à peu près. Mon dernier, c'était qui a 6 ans, il avait pris la pièce koala. Mon plus grand, qui a 9 ans, il avait pris la pièce kangourou. Mon plus grand a perdu sa pièce, il ne sait pas où il l'a mis. Mon petit, il sait très bien où aller ranger, il l'a rangé, tac, tac, dans son coffre, voilà. Donc c'est pour apprendre aussi aux gamins et tout. Et la dernière fois, mon grand me dit, ouais, est-ce que tu peux m'acheter des V-Bucks? Il s'est mis à jouer à je sais plus quel jeu là, qui est pas terrible, on empêche un peu de jouer à ça. Mais il faut des V-Bucks, faut acheter avec de l'argent des V-Bucks. Tu vois, tu as perdu ta pièce là d'argent. Tu aurais pu acheter, voilà tous les V-Bucks que tu aurais pu acheter. Maintenant, tu l'as perdu, c'est bien fait pour toi. Donc maintenant, prochain coup, tu feras attention à ton argent et à tes investissements, entre guillemets. Même si le gamin a 9 ans, il faut commencer à les éduquer sur l'argent et sur l'épargne, et etc. Même si acheter des V-Bucks, ce n'est pas une super dépense. Mais bon, l'argent, c'est aussi fait pour faire plaisir. Donc, il ne faut pas être extrémiste des deux côtés, selon moi. Donc, voilà, en tout cas, on voit que l'or monte bien. Donc, moi, voilà, il faut de l'or. Il faut avoir entre 1 et 10% d'or de son patrimoine. Imaginons le Bitcoin, si on a un Black Swan dans l'année, un événement terrible qui se produit ou imprévu qui fait que tout se casse la figure, les crypto-monnaies, imaginez, il y a une attaque sur le grid, sur le réseau électrique mondial. Boum, tout tombe, boum.
Imagine après, on rallume dans 5 jours. Est-ce que Bitcoin sera encore là? Je pense que oui, mais il y a plein de crypto-monnaies qui vont mourir. Enfin, ce serait un black swan terrible. Et donc là, les cryptos se cassent la figure. Tout se casse la figure, sauf l'or. L'or, poum, il exploserait. Et ça permettrait de sauver littéralement ton patrimoine. Donc vous devez avoir de l'or physique et aussi de l'or physique, mais qui sont détenus dans des coffres en Suisse, en Angleterre, qui sont décentralisés entre guillemets. Si vous avez de l'or, ne le mettez pas dans vos coffres à la caisse d'épargne, puisque vous recentralisez votre or, d'accord, caisse d'épargne, banque postale et compagnie, Société Générale. L'État peut venir ouvrir les coffres et saisir. Donc le but de l'or, c'est de pouvoir se protéger. Donc il ne faut pas que l'État puisse mettre sa main dessus. L'idée, c'est pas non plus de l'enterrer avec l'os de votre chien dans le jardin ou de le cacher sous son matelas, parce qu'on peut se le faire voler ou autre. Donc voilà, il y a plein de manières, c'est ce dont je parlais dans ma formation sur l'or. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, je vous incite vraiment à acheter des métaux précieux, silver, argent et or. Et du bitcoin et de la crypto-monnaie, surtout, d'accord. Donc là, on a un super collier pour chien. Ah non, c'est un jonc, c'est un bracelet. Ouh, ça c'est sexy. La coccinelle que tout le monde connaît. Volkswagen Cox Oval de 1957. Cote en 2024 de 20 000 à 25 000 euros pour un beau modèle comme celui de la photo. Objectif à 5 ans, 25 000 à 32 000 euros. Ça, c'est beau parce qu'on peut se faire plaisir dans une voiture, pas forcément une super sportive, hein, et acheter un bel objet qui va prendre de la valeur, qui va maintenir sa cote déjà, et pouvoir se faire plaisir et conduire son argent. J'ai acheté une Lamborghini Huracan Performante en juillet 2023 que je possède toujours. Si je la revends aujourd'hui, je ne perds pas d'argent. Je pense tellement gagner un petit peu. Et c'est cool parce que du coup, ça te permet de conduire et kiffer ton argent. Plutôt que de le laisser mourir sur un livret A. Donc l'idée, c'est pas tout le temps de gagner plus, mais c'est parfois de garder son argent. Plutôt que de le perdre à chaque fois, de le claquer, juste de le conserver et de le recycler comme ça. Tu peux très bien acheter une voiture bien particulière comme celle-ci, par exemple. Cette coccinelle, 25 000 euros, tu la gardes 1 an ou 2, tu la revends le prix que tu l'as acheté. Cette somme-là, tu la mets après dans un apport pour acheter un bien, tu revends le bien, tu prends ta plus-value. Ouais. Mais l'argent, on ne le perd pas au fur et à mesure. Si on le met dans une voiture neuve ou autre, ou même dans une voiture récente mais d'occasion ou autre, ça va déprécier. Et son argent, on le perd, c'est dommage. Voilà, parfois le but, c'est vraiment de conserver son argent plutôt que de tout le temps courir après son argent. Non, déjà conserver et le faire travailler intelligemment et ne pas le perdre bêtement de l'argent qu'on a pu mettre du temps à développer et à gagner. C'est aussi l'objet d'une formation que j'ai faite qui s'appelle Hack Automobile, comment ne plus perdre d'argent dans les voitures, notamment les voitures de sport, mais même les voitures, parce que c'est une passion pour moi à la base. J'ai une chaîne sur les voitures aussi qui est un petit peu inactive en ce moment. Mais c'est Hack Auto, c'est un produit, une formation qui avait vraiment cartonné et qui est toujours d'actualité. D'ailleurs, j'ai fait un hack automobile quand j'ai acheté ma Lamborghini il y a un peu moins d'1 an maintenant. Acheter sa première montre de collection, sportive ou élégante, classique ou inattendue, en acier ou en or. Ça, c'est un sujet sympa. Une cote qui se valorise avec le temps. Là, vous avez les sites à connaître. Si vous voulez voir un petit peu après, jeter un œil, mettez pause sur la vidéo. En bas à droite, là, les sites. 3 conseils à suivre avant d'acheter. Ça, c'est intéressant. Voyons voir ça. D'abord, acheter une montre que l'on aime, pas un objet pour faire un investissement, car c'est un objet du quotidien que l'on porte à son poignet. Ça, c'est un très bon conseil, je trouve exactement. Je suis d'accord. Ensuite, essayez de se diriger vers une marque reconnue qui existe toujours, car cela simplifie les réparations et les révisions. Enfin, privilégiez le full set, ensemble complet en français, c'est-à-dire la montre accompagnée de sa boîte, ses documents d'origine, car elle indique en général qu'elle a été bien entretenue. Ouais. Yep, logique. Et là, on a les montres ici 6 montres accessibles pour quelques milliers d'euros. Moi, ma préférée dans le lot, là, c'est celle-ci. La Baume et Mercier, là. Et bah là, vous avez un mot fléché, si ça vous dit. Là, on parle un peu de lifestyle, de resort et tout. C'est magnifique, là. J'adore ce genre d'hôtel. Tu fais un petit road trip justement en voiture de sport, là, à Evian. Ok, on parle de bouquins et c'est la fin. On finit par une petite pub normale.
Ok, bah écoutez les amis, dites-moi ce que vous pensez de ce genre de format de vidéo. Est-ce que je continue à faire ça une fois par mois? C'est assez long, je le conçois, mais je trouve que voilà, il doit y avoir des choses quand même intéressantes. On discute un petit peu, ça peut être pas mal. En tout cas, une chose est sûre, c'est que par exemple, dans ce genre de magazine, malheureusement, ils ne parlent pas des choses un petit peu nouveaux, qui vont un petit peu à contre-courant, qui permettent de générer vraiment de l'argent. Et actuellement, je parle de ça je vous mets le lien en description, sur ma formation, la dernière que j'ai lancée qui s'appelle Airdrop Mania. Donc là, on est dans le monde des crypto-monnaies, mais on creuse encore un peu plus dans le monde des airdrops. D'accord? Donc les airdrops, ça nous permet de toucher les crypto-monnaies gratuitement. Gratuitement. Souvent en faisant de simples actions, comme partager des posts, interagir avec le projet crypto-monnaie, le faire connaître aux gens. Et après, on est récompensé par les crypto-monnaies, par les projets crypto pour avoir été parmi les premiers à en parler, à les faire connaître. On est récompensé et parfois grassement. Je vous mets le lien en description. Par exemple, le 19 février dernier, c'est tout récent, il y a 2 mois et demi, j'ai touché un airdrop de la crypto Pixel. D'accord? Ça, c'est mon compte Binance. J'ai touché 30 000 pixels, ce qui équivalait au moment du airdrop à 14 165 €. C'est beaucoup d'argent pour un airdrop. Et j'ai rien fait. C'est-à-dire que, enfin, c'est des cryptos que j'ai touchés gratuitement pour avoir interagi, fait 2-3 manipulations. C'est beaucoup d'argent. C'est pas parce que j'ai mis un montant élevé ou autre, non, c'est des cryptos gratuites. Et ça, c'est juste un exemple. On voit ici que, par exemple, il y a certaines personnes qui ont touché jusqu'à 103 000 $ de la crypto Jupiter, que j'en ai acheté par la suite. Moi, je les ai achetés, d'accord? Bon, après, elles ont monté, elles ont bien monté. Mais il y en a qui les ont touchés gratuitement. On voit là, ici, c'était en 2011, je crois. En 2010. Il suffisait juste de remplir ce CAPTCHA, d'accord, pour toucher 5 bitcoins. 5 bitcoins qui aujourd'hui sont valorisés 294 000 €. Mais en 2010, personne ne croyait en bitcoin et personne n'avait d'intérêt là-dedans. D'accord? Donc c'est vraiment ça l'opportunité. Une opportunité, ça paraît toujours un petit peu risqué. Et dès que c'est plus risqué, eh ben, ce n'est plus non plus une opportunité. Donc soit risqué, soit incertain. Un airdrop, on n'est jamais sûr de le toucher à 100%. Des fois, on va faire des actions, on va faire des trucs, on va interagir, faire des quêtes sociales, mais on n'a aucune garantie qu'un airdrop va être versé. Si on avait une garantie, tout le monde le ferait, croyez-moi. Mais si on s'implique dans des airdrops pour 10, 20, 30 projets, on est quasiment sûr au final qu'un de ces projets va nous payer des airdrops gratuitement. Et on va toucher des cryptos gratuitement. En plus, du coup, dans la formation, je vous donne une liste de 38 airdrops du moment pour vraiment vous aiguiller, vous aider et boum, vous allez directement droit au but et vous pouvez commencer à vous positionner pour devenir éligible pour toucher ces airdrops. La crypto et les airdrops en 2024, c'est un no-brainer parce qu'en 2025, il faut vraiment y aller. Il faudra sortir au bon moment, vendre, prendre ses profits, mais c'est vraiment l'opportunité du moment. D'accord? Donc, je vous invite à aller voir ça. Le lien est en description. Il y a une promotion moins 50% sur la formation jusqu'à dimanche. Donc, j'espère que vous pourrez voir la vidéo avant. Voilà. En tout cas, dites-moi si ce genre de vidéo là, complète sur les magazines, le revenu et mieux vivre votre argent, est-ce que je continue ou pas? Merci à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!